Bonjour, bienvenue, nous sommes toujours aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, 23e édition, avec donc une grande interview sur Boursorama avec vous, Benoît Bazin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directeur général de Saint-Gobain, géant des matériaux de construction, construction durable. J'ai envie de dire, c'est vraiment, ça paraît évident, mais aujourd'hui la construction durable, c'est une réalité ou c'est un objectif? Est-ce qu'il y a des vraiment aujourd'hui, vous pouvez dire aujourd'hui, ben voilà, X pourcentage de notre chiffre d'affaires, de nos investissements, de nos produits sont durables, et avec des objectifs concrets d'ailleurs pour y arriver? Aujourd'hui, 75% de notre chiffre d'affaires a un impact positif sur la construction durable. Et d'ailleurs, pour nous, c'est deux choses. C'est à la fois le respect de l'environnement, baisse des émissions de CO2, préservation des ressources naturelles, mais c'est aussi le confort et le bien-être de la population dans les bâtiments ou des usagers dans des bâtiments publics. Donc ce sont deux choses pour nous. Et ça représente effectivement les 3/4 de notre chiffre d'affaires. Et en investissement chaque année? En investissement, nous avons sur ces 3/4 de notre chiffre d'affaires des investissements pour ajouter des capacités, pour faire de la recherche et développement. Donc c'est l'essentiel de nos investissements. Et d'ailleurs, si je prends par exemple nos 4 priorités de recherche et développement, toutes les 4 sont tirées par ce qu'on dit la sustainability. C'est la baisse de la teneur en carbone de nos procédés. C'est deuxièmement des nouveaux modes constructifs plus légers, plus frugaux en matériaux. Ouais. C'est troisièmement l'économie circulaire, comment réincorporer des matériaux recyclés. Et 4, c'est des nouveaux matériaux sur des nouvelles applications pour décarboner le véhicule électrique, la batterie électrique ou ce genre de choses. Donc nos 4 priorités, toutes les 4 sont sur la sustainability. Ça vous aligne sur un objectif carbone à quel horizon? Nous avons pris l'engagement d'être neutre en carbone en 2050. Et en fait, nous y travaillons depuis plusieurs années, puisque depuis 2016, nous avons un prix interne du carbone pour nos projets d'investissement et de recherche et développement, et nous avons baissé de 27% nos émissions de CO2, scope 1 et 2, entre 2017 et 2022. Et comme nous avons grossi le chiffre d'affaires en même temps, dans 1 euro de chiffre d'affaires de Saint-Gobain en 2022, il y a 42% de CO2 en moins qu'il y a 5 ans. Donc nous sommes sur la trajectoire, nous avançons, et nous avons fait l'an dernier des premières mondiales de production zéro carbone de verre plat, zéro carbone de plaques de plâtre, et nous avons lancé en Norvège, il y a 2 mois maintenant, la première usine au monde zéro carbone de plaques de plâtre. Et quand est-ce que sera tout ça, quand tout ça sera à l'échelle? Parce qu'effectivement, il faut bien le lancer. À quel moment c'est devenu quelque chose d'industrialisé et à grande échelle? Alors effectivement, tout le sujet maintenant, c'est de passer à l'échelle sur 75 pays et 365 jours par an. Alors je pense que ça va prendre à peu près 10 ans en Europe pour avoir une proportion plus forte de produits véritablement décarbonés. Par exemple, notre offre bas carbone de vitrage, Orae, on vient de la lancer il y a un peu moins d'1 an en France. Une plaque de plâtre avec 50% de produits recyclés, elle a été lancée également il y a quelques temps. Donc il faut, je pense, une dizaine d'années en Europe pour atteindre des chiffres significatifs, et puis probablement un petit peu après, un petit peu plus tard pour les pays émergents. Mais ça avance bien. Bon, en attendant, il y a 2023 qui sera encore une bonne année pour votre groupe, c'est ce que vous avez déclaré début juin. Donc on entend parler d'un ralentissement économique un peu partout, plus en Europe qu'aux États-Unis. Ça ne vous concerne pas? Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi votre ambition d'avoir un Saint-Gobain qui soit moins sensible au cycle économique. C'était ça l'objectif aussi de la feuille de route? Nous avons construit effectivement, avec la très forte transformation de Saint-Gobain des 4 dernières années, un Saint-Gobain plus résilient. Nous ne sommes pas immunisés du cycle économique, mais un Saint-Gobain beaucoup plus résilient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a changé l'exposition géographique du groupe. Il y a 5 ans, nous avions plus de 60% de nos résultats en Europe. L'an dernier, c'était 62% entre l'Amérique du Nord, l'Asie et les pays émergents. Donc on a fait vraiment une évolution de la bascule géographique. On a également bougé un tiers du périmètre. Et comment ça vous rend plus résilient? Parce que plus diversifié? Parce que plus diversifié, exposé à des cycles économiques différents. Mais plus marqués, souvent les cycles économiques aux États-Unis sont plus marqués, non? Les cycles sont plus marqués mais rebondissent plus vite. Donc par exemple, on est en train de redémarrer déjà sur la construction neuve aux États-Unis. Les statistiques du mois de mai étaient meilleures que celles du mois d'avril. Donc en soi, ça permet de profiter des cycles de façon un peu différente. Donc oui, nous avons un Saint-Gobain qui est plus résilient, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de monter la marge sur les 2 dernières années, 10,2% de résultats d'exploitation en 2021, 10,4% en 2022, et nous avons annoncé une marge à 2 chiffres sur le premier semestre lors de notre dernière Assemblée Générale. Donc je suis confiant que Saint-Gobain va bien. Même si, oui, pour autant, c'est pour autant qui m'intéresse. Quand on entend parler de récession en Allemagne,
une récession qu'on attend toujours aux États-Unis, qu'on ne voit pas. On ne la voit pas, la récession aux États-Unis, vous ne l'avez pas du tout. Vous avez renforcé vos positions en Amérique du Nord récemment. Oui, nous avons fait des très beaux mouvements en Amérique du Nord. Nous avons dépensé 6 milliards de dollars sur les 4 dernières années, et spécifiquement sur le Canada, qui est un pays important. 1 milliard de dollars. Voilà, doublé notre présence au Canada sur les 2 dernières années. Mais effectivement, on a une baisse sur la construction neuve, parce qu'elle souffre de l'inflation qui pousse les banques centrales à monter les taux et donc à réduire l'accessibilité en financement. La construction neuve, pour nous, c'est 20%. Ouais, c'est 20% de notre chiffre d'affaires. Donc là, vous souffrez, entre guillemets, c'est sur 20% de votre chiffre d'affaires. Donc là, on a des baisses de volume, et c'est pour ça que d'ailleurs ce sont des baisses de volume, soit à un chiffre, soit à 2 chiffres selon les pays. Et c'est pour ça que notre guidance, notre environnement macroéconomique tel que nous l'avons défini pour l'année, c'est une baisse de volume à un chiffre. Donc ça n'est pas une hausse de volume d'activité, c'est une baisse de volume, mais le Saint-Gobain nouveau, plus résilient d'aujourd'hui, arrive à délivrer des bonnes marges malgré des baisses de volume. C'est ça la différence. En volume et pas en valeur. Parce qu'il y a le volume et la valeur. Il y a tout le sujet de savoir comment vous avez pu faire passer, encore une fois, les hausses de tarifs dans vos prix. C'est moins un sujet aujourd'hui d'ailleurs, ça, les hausses de coûts des intrants. Oui, parce qu'on était sur... Parce que l'énergie est retombée, les matières premières aussi. On peut plus faut arrêter de nous dire qu'il y a de l'inflation, alors qu'aujourd'hui il y en a quand même beaucoup moins. Il y a moins d'inflation, il reste de l'inflation. Nous avons guidé sur environ 800 millions d'euros d'inflation énergie matières premières cette année. On actualisera tout ça avec le marché à la fin du mois de juillet pour être très précis. Nous avions eu 5 milliards entre l'été 2020 et fin 2022. Ouais, donc on voit que le pic de l'inflation est plutôt derrière nous, mais il faut continuer. Elle est où l'inflation aujourd'hui? Elle est plus sur l'énergie, elle est plus sur... Elle peut être sur l'énergie, parce que nous avons encore certains pays ou certains sujets d'énergie qui peuvent être plus chers qu'il y a quelques temps. Le gaz est encore en cours spot à 30, 40 euros. Oui, mais on était à 15 ou 20. Ça c'était avant 2018. Voilà, tout à fait. En 2019, on était à 300 il y a un an. Il est à 300. Donc heureusement, les groupes industriels précautionneux comme Saint-Gobain s'étaient couverts avec des achats à terme, mais on a encore des sujets d'énergie et de matières premières. Donc il faut rester très vigilant, et c'est pour ça que notre organisation par pays, c'est ça qui a rendu aussi Saint-Gobain plus résilient, c'est qu'une organisation par pays, puisque nous sommes sur les marchés locaux de la construction avec des directeurs, directrices généraux de pays dans leur pays. Ça c'est le vrai changement. C'est un vrai changement culturel très très important. Qui a produit ces résultats, le fait d'avoir dans chaque pays pas régionalisé, mais d'avoir des entités qui sont dirigées par des locaux et des natifs de leur pays, donc ils le connaissent très bien. Ils connaissent l'écosystème, ils connaissent comment accompagner leurs clients, comment également motiver leurs équipes. Donc on a une Polonaise en Pologne, un Argentin en Argentine, un Américain aux États-Unis, un Mexicain au Mexique, un Allemand en Allemagne. Ça a été très puissant, et c'est ce qui a permis de doubler le résultat net par action de Saint-Gobain en 4 ans, de tripler le free cash flow. Et je suis confiant que Saint-Gobain, le nouveau Saint-Gobain, est plus résilient. Bon. Et encore une fois, sur les zones géographiques hors construction ou avec la construction, qui freinent le plus ou qui sont plus résilientes là, en spontané, j'ai envie de dire. En spontané, nous avons l'Europe du Nord, la Suède, l'Allemagne, qui effectivement souffrent parce qu'elles sont plus exposées, par exemple dans la construction, à des taux variables, des taux de financement variables, donc elles prennent tout de suite et de plein fouet la hausse des taux. Par ailleurs, les États-Unis, comme je l'ai dit, ont un petit peu baissé, mais sont en train de se stabiliser et je pense vont rebondir assez vite. Des pays comme l'Inde, qui est le 3e pays de Saint-Gobain en termes de résultats. Le premier, c'est les États-Unis, le 2e, la France, le 3e, l'Inde. L'Inde va très bien et nous sommes très présents en Inde. Nous continuons d'investir en Inde. Nous allons investir 700 à 800 millions d'euros sur les 5 prochaines années en Inde. Donc voilà, il y a des perspectives très fortes également en Asie. Le Brésil, qui souffre depuis 2 ans, je pense, d'ici la fin de l'année, va pouvoir commencer à rebondir. Des pays comme le Vietnam, on tire notre épingle du jeu de façon très forte. La Chine a une reprise modérée, mais nous y gagnons des parts de marché. Donc voilà, il y a des situations contrastées. Et la force de Saint-Gobain, c'est par pays. On profite des opportunités, on tire notre épingle du jeu. Donc confiant malgré l'environnement qui est quand même très compliqué. Oui, confiant sur l'année 2023 et puis confiant, et c'est presque le plus important, sur les perspectives à très long terme de Saint-Gobain, parce que la décarbonation du bâtiment, c'est 30 ans d'efforts pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Nous avons des produits, des procédés, des solutions, parce qu'on vend maintenant des systèmes complets de rénovation énergétique, de rénovation des écoles, de rénovation des hôpitaux, de construction neuve, donc confiant aussi sur la trajectoire à long terme de Saint-Gobain. Alors Benoît Bazin, j'ai relu récemment vos interviews, vous appelez régulièrement à la rénovation, évidemment un plan Marshall de la rénovation. Là pour le coup on parle de la France avec possiblement 500 000 logements qui sont traités par an. On se met à la place des décideurs publics. Combien ça coûte? Qui va payer? Parce que la marge, on se dit qu'elle est quand même très haute et elle est nécessaire. Alors moi je constate qu'aujourd'hui on a dépensé 50 milliards l'an dernier dans le bouclier tarifaire. C'est de l'argent qui est passé par la fenêtre. On recommence cette année, l'argent qui est perdu. On pourrait prendre une partie de ça pour faire de la dépense d'investissement durable. C'est ça qu'il faut faire.
Et qu'est-ce que j'appelle de mes voeux dans Vous un le plan dites au ministre Marshall? de l'économie quand vous le voyez? Bien sûr, je le dis. Et alors il vous répond quoi? Il me dit que c'est difficile politiquement de choisir une partie du bouclier tarifaire selon les individus. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut fondamentalement baisser les dépenses de fonctionnement, les dépenses publiques de fonctionnement. C'est 1500 milliards d'euros en France. Si on économisait 5% de ça, on trouve 70 milliards d'euros d'argent sur lequel on peut investir. Le rapport de Jean Pisani-Ferry nous dit qu'il faut 70 milliards d'euros, dont la moitié à la charge de l'État. Oui, pour de la transition énergétique écologique. Vous les trouvez avec 5% de baisse. Il faut une fois pour toutes en France faire une vraie réforme de la dépense publique, ce que nous n'avons pas fait. Et si vous faites 5%, vous avez les 70 milliards de vrais investissements. Donc moi, ce que j'appelle pour le bâtiment, c'est prenons un peu plus d'argent pour la prime rénov pour que le reste à charge des menus... Aujourd'hui, c'est 2,5 milliards. C'est 2,5 milliards. 2,6 milliards, ouais, précis, voilà. 2,6 milliards. Le Sénat, dans son rapport de commission d'enquête sur l'efficacité des politiques publiques, a dit qu'il faut le passer à 4,9 milliards, donc x2. Ouais. Moi, j'ai appelé à faire x4. Oui, x2, ce serait déjà bien. x5, vous avez dit d'ailleurs. 4 ou x5, mais x2, c'est déjà bien. Ouais. Mais le Sénat dit surtout, ciblons la dépense sur les bâtiments F ou G qui sont les plus consommateurs d'énergie. Les 5 millions de passoires thermiques. Quoi. Exactement, parce que ce sont des ménages en situation précaire, donc si on veut une transition juste, il faut que leur reste à charge soit plus faible. Il y a un problème, pardon, je vous coupe, il y a un problème de reste à charge. Il y a un problème de reste à charge, mais plutôt que de le saupoudrer sur tout un tas de bâtiments, mettons-le sur les bâtiments F et G, où on sera beaucoup plus efficace. C'est un drame français, ça, on saupoudre à chaque fois au final, sans cibler sur ceux qui en ont besoin. Parce que là, ils en ont besoin. Deuxièmement, si on ne le fait pas, ce sont des bâtiments qui vont sortir du marché locatif en 2025 et 2028. On manque déjà beaucoup de logements. Et 3, le comité scientifique et technique du bâtiment nous dit que ce sont ces bâtiments qui émettent 70% du CO2. Donc si vous prenez l'angle social, l'angle climatique, ou bien l'angle marché du logement, c'est vraiment là qu'il faut cibler l'argent. Quand on vous écoute, là, ça paraît évident. Et en même temps, on en est là où on en est aujourd'hui, à savoir 5 millions de passoires thermiques et pas assez d'argent qui est mis... Il faut s'organiser et il faut effectivement le faire de la bonne façon. Et un autre angle sur lequel il faut faire très attention, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Voilà. Mais si on met une pompe à chaleur dans un bâtiment mal isolé, vous souffrirez du froid l'hiver et ce sera de l'énergie perdue, ce sera de l'électricité perdue et on en manque en France. Donc il faut bien isoler le bâtiment, vous divisez par 6 ou 8 la consommation et après vous passez à une pompe à chaleur bien dimensionnée et pas surdimensionnée ou alors qui va multiplier par 4 votre facture d'électricité à un moment où on manque d'électricité verte pour l'industrie du pays. On manque d'électricité, Mme Bazin, mais on manque aussi de main d'œuvre qualifiée pour accélérer dans la rénovation énergétique. Comment on sort là aussi par l'eau, parce que c'est bien de mettre de l'argent public et de l'argent tout court, mais il faut avoir des gens qui sont en capacité de suivre. Il y a une filière à créer. C'est juste, il faut créer plus d'emplois, et j'en parle souvent avec le président de la CAPEB, le président de la Fédération française du bâtiment. Ils ont créé collectivement 100 000 emplois, il faut en créer 200 000 de plus, pour des accompagnateurs rénovation, pour des diagnostiqueurs de performance énergétique. C'est compliqué pour le particulier. Je ne sais pas si vous avez essayé, je sais, mais non, c'est vrai. Et c'est savoir à quoi on a droit, ce qu'il faut faire comme travaux. Et c'est pour ça qu'il faut fluidifier tout ça avec quelqu'un qui vous prend par la main, un accompagnateur de rénovation énergétique. Moi, j'appelle d'ailleurs notamment tout un tas de femmes. Le métier du bâtiment est souvent perçu comme très masculin. Oui, si on est accompagnateur, diagnostiqueur de performance énergétique, c'est un métier qui est tout à fait attractif. Il faut mesurer des kilowattheures par mètre carré, faire des maquettes numériques et finalement accompagner un particulier. J'appelle à ce qu'il y ait plein de jeunes femmes qui sortent d'école, il faut qu'on les forme pour faire ces métiers-là. On pourrait en avoir 60 000, 30 000 accompagnateurs, 30 000 diagnostiqueurs. Et en plus de ça, former plus d'artisans et attirer des artisans dans le bâtiment. Saint-Gobain, avec ses enseignes Point P, par exemple, fait tout un programme de génération artisan. Vous partez à la retraite, on aide votre successeur à prendre petit à petit, mettre le pied à l'étrier. On a parlé aussi ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il y a eu des plénières là-dessus, de la stratégie industrielle évidemment nécessaire, l'énergie, l'industrie, tout ça est lié. Et en même temps, je me dis, mais il y a ce Inflation Reduction Act de Joe Biden, toutes ces dizaines, centaines de milliards d'euros de subventions. Est-ce qu'un groupe comme Saint-Gobain en profite aussi en se disant, je vais me renforcer sur le sol américain et bénéficier de ces subsides publics? C'est le cas? Alors, c'est pas le cas parce que nous, encore une fois, nos activités de production, elles sont très locales par nature. Donc on ne va pas changer de la plaque de plâtre pour le marché français. On ne va pas aller la fabriquer aux États-Unis parce que le produit ne voyage pas. Mais sur des nouvelles alors ce qui est bien pour nous usines du plan américain, c'est que ça va être favorable à l'économie américaine et ça va favoriser le logement de tous les citoyens américains, la croissance de la population. Mais on n'a pas attendu le plan Biden pour investir aux États-Unis, puisque encore une fois, on a triplé, bien sûr. Mais on va en profiter, oui. C'est un plan qui est très pragmatique, qui est très pertinent parce qu'il définit un cadre de compétitivité pour le pays. Donc moi j'appelle à ce qu'en Europe, on ait un cadre compétitif, de l'énergie décarbonée accessible, pas chère, de l'éducation. Il y avait un plan très important sur l'éducation dans les sciences et les mathématiques aux États-Unis. Il faut ça pour l'industrie en Europe.
Il faut également de la mobilité, des ports, des autoroutes, des aéroports. Oui, vous avez raison, mais encore une fois, quand on voit les moyens, la débauche de moyens, est-ce que le compte y est sur la réponse à la fois française et européenne en matière de stratégie industrielle quand on voit le rouleau compresseur américain? Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'en Europe ou en France, on a souvent tendance à vouloir viser la subvention pour dire j'ai choisi la bonne industrie, j'ai choisi la bonne technologie à votre place et voilà l'argent. Ce n'est pas du tout ce que font les Américains. Les Américains, ils vous définissent un cadre compétitif de fiscalité. Vous faites cette prise de risque, vous industriel, parce que vous pensez que c'est la bonne technologie, pendant 10 ans, vous aurez des remises d'impôts. Mais ce n'est pas moi qui choisis votre technologie bleue, verte ou jaune. C'est le drame, encore une fois, de cette vision européenne de l'industrie politique. Il consiste à penser que... Il y a plusieurs choses. D'une part, il faut vraiment raisonner au plan européen. On ne peut pas avoir l'Allemagne qui soutient 10 milliards d'euros de subventions à Intel et la France qui va mettre 5 milliards ou 10 milliards sur autre chose. Il faut jouer on a mis 3 collectif. Sur ST Micro. Oui, il faut jouer collectif en Europe, ce qui n'est pas encore le cas. Ce n'est pas le cas de la politique énergétique européenne. Non. Nous ne sommes pas d'accord sur le prix de l'électricité ou l'origine de l'électricité entre les Français et les Allemands. Donc il faut vraiment jouer collectif et puis que les collectivités publiques se préoccupent du cadre réglementaire de compétitivité, l'éducation, la mobilité, l'énergie, plutôt que de vous dire à l'intérieur du cadre, voilà le tableau, voilà les couleurs qu'il faut jouer. Moi, c'est ça que j'appelle de mes vœux, et de façon très pragmatique, de façon très encourageante, comme le font systématiquement les Américains. Voilà, il y a des leçons à prendre parfois. Merci beaucoup en tout cas, Benoît Bazin, donc directeur général de Saint-Gobain, invité à la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci à vous. Merci à vous, merci.